Et si nous faisions maintenant un voyage dans le temps, le Musée de l'Homme à Paris présente à partir d'aujourd'hui une grande exposition consacrée aux arts et à la préhistoire. Pour la découvrir, Patrick Paillet, le commissaire scientifique de l'exposition, nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, il y a des chefs-d'œuvre venus du monde entier. La préhistoire fascine toujours. Avant de commencer cet entretien, je vous propose de regarder un extrait de la bande-annonce. Les Vénus de la préhistoire sont-elles des autoportraits? Les grottes ornées paléolithiques sont-elles les premières galeries d'art? Ces aurochs peints, propulseurs gravés, bijoux d'ivoire d'il y a 20 000 ans? Est-ce l'œuvre d'artistes, de sorciers, de plusieurs mains? Ces chefs-d'œuvre de la nuit des temps fascinent toujours et encore notre regard. L'exposition s'intitule Art et préhistoire. Quelle était la place de l'art dans la préhistoire ? Dans la préhistoire récente de l'Homo sapiens, c'est-à-dire des préhistoriques comme nous finalement, l'art est omniprésent. Il est omniprésent dans la société. Il entoure l'homme, les hommes, les femmes, les enfants. Il entoure la société, les groupes au quotidien, dans l'habitat, sous la hutte, à l'entrée de la cavité. Et il inonde également l'environnement de ces sociétés préhistoriques. C'est-à-dire qu'il est inscrit sur les parois des grottes, comme on peut voir ici, ou bien des parois à l'air libre dans des sites extérieurs, en fond de vallée, etc. Donc c'est un art omniprésent. Et quelles étaient les techniques de peinture à la préhistoire ? Elles étaient très variées, les techniques de peinture. Elles étaient... D'abord, les pigments étaient des pigments issus de la nature. Hein. C'était des pigments naturels, des oxydes de fer, des hématites, des rouges, des bruns, des noirs, parfois plus rarement de la peinture blanche, mais c'était des minéraux tirés de la nature. Parfois, le charbon de bois était utilisé pour faire des dessins au noir, mais la plupart du temps, c'était des minéraux. Mais il n'y a pas que de la peinture dans l'art préhistorique. Il y a aussi beaucoup de gravures et beaucoup de sculptures. Et les techniques ont évolué au fil des temps. Et les techniques se sont améliorées d'une certaine manière, se sont perfectionnées au cours du temps, même si les premiers artistes préhistoriques, il y a près de 40 000 ans, maîtrisaient finalement quasiment toutes les techniques d'expression artistique. Alors, on va le voir, les représentations humaines sont rares dans l'art de la préhistoire, mais il en existe un petit peu. Alors, comme cette œuvre, on va le voir, qui a été retrouvée en Afrique du Sud. Alors, pourquoi sont-elles rares, finalement, les représentations humaines ? Alors, pourquoi on ne sait pas finalement, hein. On sait assez peu de choses, hein, des motivations. Parce qu'on dit humaine, mais est-ce que c'est mi-homme, Là, vous avez précisément des représentations de thérianthropes, c'est-à-dire d'êtres mi-animaux, mi-humains. Donc des êtres un peu fantastiques qui sont tirés de l'imaginaire des artistes préhistoriques et des sociétés. C'est un peu le cas aussi si on voit des êtres humains à tête animale. Mais les humains eux-mêmes, dans leur totalité, dans leur entièreté, sont un thème relativement rare pour des raisons que l'on ignore, et ce sont les animaux qui sont prédominants. L'humain est toujours très discret dans l'iconographie préhistorique. Alors l'exposition rend aussi hommage à la célèbre Vénus de Lespu qui a été découverte il y a tout juste 100 ans. Alors quel est le symbole et quelle place occupait la femme dans la préhistoire ? Manifestement, la femme occupait une place centrale, une place majeure dans la préhistoire. Nous avons, par exemple, les statistiques montrent que à peu près 80% de l'iconographie humaine, dessinée, peinte, sculptée, est féminine. Ce qui signifie quand même une certaine prééminence de la représentation féminine. Qu'est-ce qu'elle signifie? On ne sait pas trop. On a parlé de déesse mère, on a parlé de culte de la maternité, de la fécondité. Symbole de la fécondité. Voilà, de symbole. C'est assez facile, hein, comme explication. Les motivations, là aussi, nous échappent. On a même parlé d'autoportrait, éventuellement de fétiches portés, abritant des symboliques particulières et spécifiques à certains groupes, incluses dans l'habitat préhistorique, près du foyer, etc. Donc, il y a une centaine de Vénus préhistoriques de cette époque dite gravétienne, autour de 30 000 ans à peu près, qui sont connues sur toute l'Europe,
quasiment même l'Eurasie, puisque le dernier point, c'est le lac Baïkal, donc vous voyez, on va assez loin. Mais finalement, on sait assez peu de choses sur leur motivation intrinsèque. Alors, au regard des lieux où les œuvres ont été retrouvées, est-ce qu'on peut imaginer du rôle de l'art et de ses artistes? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Alors, le rôle de l'art était fondamental. C'est pas simplement un art pour le plaisir, évidemment, un art pour l'art, comme on a pu le penser au XIXe siècle. C'est un art qui était porteur de symboles, porteur de récits, porteur de mémoire, probablement, pour ces sociétés, porteur d'histoire, structurant la mythologie des groupes, la cosmologie, etc. Donc, c'est un art qui était fondamental pour communiquer, pour transmettre des messages, pour transmettre des récits, pour les mémoriser. Et quelque part, c'est un art qu'il faut voir aussi associé à l'oralité, c'est-à-dire aux échanges verbaux entre individus, etc. Et justement, a-t-on une idée d'un éventuel rôle spirituel ou rituel des œuvres d'art à cette époque? C'est éminemment spirituel et éminemment rituel. Maintenant, quelle est la nature de ces rituels? Ça, on l'ignore. Mais il y a évidemment de la spiritualité, il y a du symbolisme dans ces œuvres de manière évidente. Alors c'est un art qui a inspiré des artistes modernes et contemporains, des œuvres de Louise Bourgeois, Brassailles ou encore Yves Klein. Pourquoi la préhistoire fascine autant? Eh bien, parce que la préhistoire nous renvoie, elle nous renvoie à nos origines, et elle renvoie à une origine qui va en l'encontre un peu de ce que l'on pouvait imaginer par le passé de ces sociétés préhistoriques, frustes, violentes, finalement un petit peu archaïques. Et on voit que finalement, ces sociétés de la préhistoire, même s'il s'agit d'une préhistoire relativement récente, ça va de 40 000 ans à une dizaine de milliers d'années, est une préhistoire qui nous affiche, qui nous montre des sociétés évoluées, des artistes maîtrisant des savoir-faire techniques de manière absolument extraordinaire, maîtrisant toutes les techniques d'expression que nous avons aujourd'hui en usage. La gravure, la peinture existaient dès 40 000 ans, étaient maîtrisées dès 40 000 ans. Et c'est peut-être cette fascination de voir que finalement, dans ces sociétés archaïques, eh bien, on était capable de faire aussi bien que dans nos sociétés. Alors en février 2023, une expo Picasso à la préhistoire viendra compléter cette saison. Alors comment l'art préhistorique a inspiré l'artiste espagnol? On ne sait pas. On a peut-être un peu exagéré sur l'inspiration de Picasso tirée de la préhistoire. On sait qu'il avait dans son atelier parisien des reproductions d'œuvres sculptées, notamment des moulages de la Vénus de Lespugue, et il aurait affirmé qu'il y avait là, que c'était à la fois l'enfance de l'art, mais certainement pas un art d'enfant, et que c'était un art déjà très très évolué. Donc on peut imaginer que lui, ayant une sorte d'attirance pour les arts primitifs, tels qu'on les qualifiait à l'époque, a trouvé dans l'art préhistorique l'incarnation même de son souhait. Merci beaucoup Patrick Paillet pour cet entretien. Je rappelle que l'exposition Art et Préhistoire est à découvrir dès aujourd'hui au Musée de l'Homme à Paris jusqu'au 22 mai 2023.